bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je suis un être un peu faible intellectuellement, j'essaye de faire des catégories. Alors, les catégories, c'est toujours un peu idiot, mais c'est comme ça que je survis. Alors, dans mes catégories, par exemple, pour le choix d'un métier, je propose toujours de distinguer ce qui est intrinsèque, extrinsèque et concomitant. Alors, intrinsèque, c'est l'intérêt du métier. Par exemple, la chimie, intrinsèquement, c'est merveilleux. Bon. Extrinsèque, ça veut dire combien on gagne. Moi, je m'en fiche un peu du moment que je fais de la chimie, ce que je gagne, c'est pas très important. Il suffit que j'ai à manger. Et puis d'ailleurs, vous avez vu, j'ai beaucoup à manger. Et puis, il y a concomitant. Concomitant, c'est la reconnaissance sociale. Ça, je m'en fiche complètement. Ce qui est intéressant, c'est l'intrinsèque. Et l'intrinsèque, je sais que j'ai préparé un PowerPoint, mais je vais être trop long. Alors, je vous ai apporté, j'ai pris, voilà une feuille de salade. Ça, c'est 99% d'eau. Et ça coule pas. Pourquoi est-ce que ça coule pas? Eh bien, voilà pourquoi je me lève le matin. Alors, je me lève le matin pour vous rencontrer aussi, mais c'est un truc incroyable. 99% d'eau et ça ne coule pas. Alors, il y a des tas de conséquences. C'est que ça, c'est également 99% d'eau. Hein. Et donc, nous mangeons de l'eau d'abord. Au premier ordre, alors dans les méthodes, enfin si je faisais un cours qui durait 3 jours, j'en profiterais pour expliquer qu'il vaut mieux pas faire le gros avant le détail. En alsacien, on dit Zdika for de Kleinigkeit, c'est le gros avant le détail. Ça, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Bon. Alors, et donc, voilà une question qui est posée à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'en sait rien pourquoi ça coule pas, en vrai. On peut bien sûr dire que l'eau est dans des cellules et puis qu'il y a des parois cellulaires avec un ciment qui est fait de pectine, de cellulose, etc. Mais en vrai, ça vaut rien, il faut un calcul. Alors, la deuxième chose est la suivante. Ah, il me faut de l'eau, parce que l'eau est importante. Alors, voilà, je prends une expérience qui également me fait lever le matin, donc je mets de l'eau là-dedans. Hein. Je ne suis pas prestidigitateur, je ne fais pas de magie, je fais juste partager mon enthousiasme. Alors ici, j'ai une goutte d'huile. Alors, j'ai de l'huile parce que c'est plus facile, mais imaginez que ça soit une huile essentielle. Une huile essentielle, je sais que ce n'est pas des triglycérides, c'est des lipides souvent, ou des composés petits, volatiles. Je ne rentre pas dans le détail, il y en a plein de sortes. Et de toute façon, on a Margot Cavaillès qui parlera tout à l'heure de composés odorants. Attention, la confusion entre odorant et aromatique. Aromatique, c'est le benzène et ses cousins. Odorant, ça veut dire qu'il y a une odeur. C'est différent. Et puis, alors, je sais que sur Terre, il y a un truc merveilleux qui s'appelle l'éthanol. Alors, c'est un poison, évidemment, moins que le méthanol qui rend fou et aveugle. Mais l'éthanol, lui, il est soluble dans l'eau. L'huile n'est pas soluble dans l'eau. Alors, je ne vais pas faire l'expérience d'un jour. Enfin, si, je vais la faire, parce que dans le fond, je ne peux pas m'empêcher. Je suis un enfant, j'ai les doigts qui bougent. C'est ça qui est amusant dans le labo. Il faut faire voilà. Ah, je vérifie que oui, l'éthanol se dissout dans l'eau, tout va bien. Oui, mais alors, l'huile, ça y va pas. Donc, comment est-ce que la nature, enfin, on va appeler ça la nature, a mis les composés hydrophobes, vous vous rappelez, c'est une huile essentielle, dans l'eau? Alors, tiens, en fait, ces composés, parfois, ils sont solubles dans l'huile. L'huile est soluble dans l'éthanol, excusez-moi. Donc là, je dissous mon huile dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer si je la mets... Pardon, je dis des bêtises. Je dissous mon huile dans l'éthanol. Qu'est-ce qui va se passer si je mets l'ensemble dans l'eau? Alors le voilà. Alors je vais essayer de faire l'expérience très très doucement. Voilà, ça marche très bien. J'ai un trouble blanc. C'est exactement la même chose qui se passe dans le pastis. Sauf que dans le pastis, c'est de l'anétol qui donne l'odeur d'anis. C'est toujours de l'éthanol. L'anétol est soluble dans l'éthanol, mais pas dans l'eau. Et donc ici, ça précipite. Et donc vous avez une myriade de petites gouttelettes d'huile dans l'eau. Où est l'éthanol maintenant? Je n'en sais rien, ça me passionne et j'adore ces questions auxquelles je ne sais pas répondre. Maintenant, je terminerai sur cette expérience en disant que j'ai fait très attention de faire le trouble seulement sur la partie supérieure. Si vous laissez ce verre, le trouble va descendre d'ici demain. Et ça, c'est tout à fait paradoxal parce que les gouttelettes d'huile, c'est moins dense que l'eau, donc ça devrait flotter. Pourquoi est-ce que ça va descendre? Eh bien, voilà pourquoi je me lève le matin. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je referme ma bouteille d'éthanol parce que c'est volatile et que c'est un poison. Et j'enchaîne sur la question du temps qu'on m'a alloué. Alors, on m'a donné, je ne sais pas, 20-30 minutes, j'en sais rien, alors que d'habitude, il me faut 3 jours. Donc, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas sûr d'arriver au bout.
mais je suis à la disposition de toutes celles et tous ceux qui m'écriront pour leur terminer, parce que je demande aussi au président de m'arrêter quand il sera temps, parce que je sais qu'il ne faut pas déborder. Hein, donc voilà. Donc alors après, parce qu'en plus on m'a demandé quelque chose d'impossible, on m'a demandé de raconter l'alimentation. Alors l'alimentation, hier, aujourd'hui, demain, enfin, vous voyez, alors moi je sais pas, je regarde des images, parce que voilà l'alimentation, par exemple, à la Renaissance, vous voyez, on mangeait couvert. Aujourd'hui, on dit, dans les milieux bourgeois, il n'y a que les poubelles qui mangent couvertes. Donc on ne doit pas avoir un chapeau quand on mange. Le couteau était à gauche. On mangeait de la bouillie. Enfin, c'est très intéressant. Mais on n'a pas le temps, donc on ne va pas... Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire marcher ce truc-là? Sur le verre, voilà. Ici, là? Non, pour le faire tourner. Voilà. Alors, mon email, pour ceux qui voudront soit m'écrire, alors, pas de compliments, s'il vous plaît, soit des engueulades, soit des demandes d'information. Parce que les compliments, ça ne permet pas de s'améliorer. Moi, il faut que comme je suis un peu faible, il faut que je m'améliore. Hein. Alors, voilà. On m'a demandé de parler de l'alimentation, mais ce qui m'intéresse, c'est la chimie. Donc, j'ai pris une phrase des jésuites. Je ne suis pas prosélyte pour la religion. Je dis simplement que ces jésuites vous ont dit donc il faut se comporter en chrétien, non pas en tant que chrétien. Ben moi, j'essaye de me comporter en chimiste et pas en tant que chimiste. Je fais pas exprès, quoi. Donc je vais pas. Et là-haut, c'est Lavoisier. Hein. Alors, merveilleux vitrail que vous trouverez à la faculté de pharmacie, avenue de l'Observatoire. Il est caché, il n'est pas connu, il est extraordinaire. Il y a beaucoup plus que ça. Alors maintenant, la chimie. Alors, la chimie, c'est une science. Alors, c'est une science qui est née entre le premier et le quatrième tome de la publication de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. C'est passé de l'alchimie à la chimie avec un Y et à la chimie qu'on a aujourd'hui, qui est donc une science de la nature. Les sciences de la nature, elles vont chercher les mécanismes des phénomènes, elles vont découvrir le monde. Alors après, on marche sur deux pieds quand on fait de la science. Le premier pied, c'est des expériences. C'est en anglais, je ne sais pas, mais si on s'intéresse aux sciences, on parle anglais tout le temps. Je traduis, il faut préférer l'expérience à n'importe quel raisonnement. L'expérience, elle a toujours raison. Mais le deuxième pied, c'est le monde est décrit en langage mathématique. Et ça, c'est merveilleux. C'est incroyable qu'une équation puisse décrire, par exemple, le comportement d'un courant électrique dans un conducteur. C'est ahurissant. C'est incroyable que l'équation simple puisse décrire l'attraction de la Lune par la Terre. Enfin, c'est absolument merveilleux. C'est-à-dire comment ça se fait qu'une équation puisse avoir cet effet-là. Ben, ça aussi, ça me fait lever le matin. Donc vous allez me dire, j'ai beaucoup de raisons de me lever le matin et c'est pour ça que je me lève tôt. Alors, manger. Alors, hier, c'était ça. Mais nous, on y est encore, hein, parce que dans ces végétaux, il y a toujours 3 sucres qui sont le glucose, le déglucose, le défructose et le saccharose. Bon. Et donc les singes passent leur temps à manger, à mâchouiller pour extraire ces sucres et des acides aminés, parce que, comme disait bien Pertotier, c'est dans les feuilles que se fait la synthèse organique. Les feuilles sont là pour recevoir de la lumière, de l'eau, du CO2, et aller faire cette synthèse. Ça synthétise d'abord des sucres, des acides aminés qui sont redescendus dans les canaux et ensuite stockés éventuellement dans les racines. Et on fait de l'amidon éventuellement avec ce genre de sucre. Alors, c'est très long et donc c'est les mêmes composés qu'on mange aujourd'hui qu'hier. Alors, un point important, je sais pas... Nous sommes la première génération à ne pas avoir connu de famine dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est un moment extraordinaire. C'est-à-dire, alors ici, je vous en ai montré, par exemple, c'est des famines qui ont eu lieu. C'est-à-dire, les gens avaient plus de pain. C'est-à-dire qu'ils mouraient dehors, hein, et on les enterrait même pas parce qu'il faisait trop froid. Et il y a eu un mini-âge glaciaire qui a correspondu à ça. Donc, il faut peut-être savourer, d'une part, le fait que nous n'ayons pas connu de famine, et aussi se préoccuper du fait que ça puisse durer. Bon. Alors, les adaptations, il y en a plein. J'aime bien celle-là, parce que ça me ramène à l'éthanol. Les singes sont dotés de gènes qui leur permettent de manger des fruits fermentés, donc qui contiennent de l'éthanol. Et il y a un nombre de gènes plus ou moins important qui permet de mieux tolérer l'alcool ou pas. Mais inversement, c'est des composés qui sont utiles pour l'organisme. Donc en période de disette, si on peut métaboliser du méthanol, on est avantagé. Alors, il y a plein d'histoires comme ça sur le lactose, etc. Je passe.
L'agriculture et donc l'élevage, ça c'est pas, j'y vois pas beaucoup de chimie, mais ils ont été importants. Ça a permis d'assurer de la subsistance. Donc on passe le feu. Alors le feu, lui, c'est super. Alors sauf que si on cuit comme un idiot, c'est-à-dire comme moi par exemple, on a tendance à mettre la viande au-dessus du feu, et là on la charge de benzopyrène cancérogène. On ne doit pas mettre la viande dessus, on doit la mettre devant, parce que le feu, il ne chauffe pas au-dessus, il chauffe partout. Les rayonnements infrarouges, enfin, si vous faites l'expérience, je vous invite à mettre la main près de votre joue, là. Mettez la main près de votre joue, sans la toucher, hein, sans la toucher. Vous allez sentir... Allez, mais faites l'expérience. Vous sentez du chaud. Alors, ce chaud, c'est les rayonnements infrarouges, et ils vont aussi bien comme ça que comme ça. Ils ne sont pas sensibles à la gravité. Et donc le feu, il ne faut pas cuire dessus. Donc les barbecues, c'est idiot. En plus, on fait les braises, on met la viande. Et puis à ce moment-là, on dit, ah, il faut plus qu'il y ait de flammes. Donc il n'y a plus de flammes. Mais il y a des braises. La graisse de la viande retombe, ça réenflamme et crac, ça noircit. Et donc on se charge de benzopyrène cancérogène. Donc c'est idiot. Eh bien, il faut apprendre à la maîtrise du feu. Et on n'a pas terminé d'apprendre. La preuve, au XXIe siècle, tout le monde a de barbecues horizontaux, pardon. Alors les fermentations, très important, mais le malheur c'est qu'il y a beaucoup de biologie derrière et ça j'y connais rien, donc je passe. Ah oui, non mais je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Hein. Alors ici c'était bien, donc vous voyez, ils n'ont pas mis le poulet au-dessus du feu mais devant, et ça permet en plus de mettre en dessous une lèche frite, c'est-à-dire une sorte de plat, qui recueille les jus. Parce qu'il y a une donnée essentielle, la viande, quand elle est cuite, elle se contracte. Par exemple, un rôti de 1 kg que vous mettez au four, eh ben, il va terminer avec 750 grammes. Parce qu'en se contractant, il va expulser des jus. C'est ces bons jus qui vont faire que ça brunit au fond du plat. Mais ça, à une époque où on n'avait pas à manger, c'était une perte terrible. Et donc, il a fallu apprendre. Alors, voilà par exemple une expérience que vous pouvez faire dans votre cuisine avec une balance et un morceau de viande. Vous le coupez en deux, vous mettez une moitié dans de l'eau bouillante, l'autre moitié dans l'eau froide que vous chauffez, et vous pesez à intervalles réguliers. Eh bien, dans l'eau bouillante, ça se contracte très vite et ça fait sortir les jus, donc c'est bon pour le bouillon. Et dans l'eau froide, ça se contracte plus lentement et ça fait sortir les jus, finalement c'est la même masse. Donc dans l'histoire de la cuisine, des Lavoisier, des Cadet, des Geoffroy, on dit, oui tiens, ou des Parmentier ou des Libic, on dit, il faut mettre la viande plutôt dans l'eau froide ou dans l'eau chaude, etc. C'est pareil au bout de 150 minutes, donc ça va perdre parce que ça se contracte et ça dépend de la température. Ce qui est intéressant surtout, c'est que dans tous les cas, le bouillon récupère tous les nutriments qui ont été perdus par la contraction de la viande. Et à une époque où on avait des famines, c'était essentiel. Et voilà pourquoi les livres de cuisine contiennent toujours le pot-au-feu et le bouillon en introduction. Alors après, une fois qu'on a du bouillon, on fait des sauces, on fait des consommés, on fait des tas de belles choses. Voilà. Alors voilà ici, par exemple, une très vieille méthode, c'est la cuisson par fosse. Donc on fait un trou, on met une peau de bête, on met de la flotte. Ensuite, on chauffe des cailloux, on les jette dedans, l'eau chauffe, on met la viande et ça fait une sorte de pot-au-feu. Hein. Donc c'est une très vieille méthode. Alors, ici, je vous ai montré quelques matériels, mais vous les connaissez. Alors, il n'y en a qu'un sur lequel je vais insister. Non, si, les pots en terre qu'on a toujours eus, c'est une abomination, ça casse tout le temps. L'acier inoxydable, c'est un miracle. Ça rouille pas. Ça ne s'oxyde pas, puisque c'est inoxydable. Il n'y a pas de choses mauvaises qui passent dans l'aliment. C'est super. Voilà. Et donc, on devrait admirer. Chaque fois qu'on utilise un truc en acier inoxydable dans la cuisine, on devrait dire « Ah, quand même, ils ont inventé un truc vachement bien. » Et ça, c'est la chimie. Enfin, c'est les applications de la chimie. Ce n'est pas la chimie, c'est les applications de la chimie. À droite, c'est ce qu'on appelle une coquille. Ça permet, quand on fait un rôtissage, de réfléchir les rayons infrarouges par derrière. Donc, ça cuit 2 fois plus vite. Donc, ça, c'est de la technologie. Hein. Alors, ce qui est rigolo quand on regarde l'alimentation d'hier, c'est qu'elle n'a pas changé. Voilà une recette du viandier de Taïwan, publiée en 1319. Eh bien, du bar, le poisson, on le cuit dans de l'eau avec du sel et on le mange avec une sauce verte. Ça se fait, j'en ai trouvé chez un restaurateur il n'y a pas longtemps. Et la sauce verte, on continue à la faire. C'est ahurissant de voir qu'aujourd'hui, personne n'est venu en char à bœuf. Hein. On a pris des avions, des bateaux, des voitures, des machins. Eh bien, en cuisine, on cuisine comme au Moyen-Âge. Et ça, c'est paradoxal. Comment ça se fait? Alors, Jean-Michel Le Cerf nous dira, oui, mais parce que l'être humain n'a pas évolué, biologiquement, on est toujours les mêmes que les singes. Ouais, mais on pourrait dire ça sur les transports aussi. Donc, on n'a pas évolué, pourtant, on n'est plus en char à bœuf. Bon.
Alors bon, comme je ne comprends rien à tout ça, j'avance. Alors Denis Papin, merveilleux, ayant inventé la cocotte minute, en quelque sorte, ça c'était très bien, ça va plus vite, mais je ne suis pas convaincu du point de vue culinaire. François Quesnay était très intéressant. Il y a eu toute une génération à cette époque-là, vers donc, le XVIIe siècle, un peu avant Lavoisier, de gens qui ont construit notre chimie de l'aliment. C'est-à-dire que le mot albumine, il n'est pas apparu tout de suite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit albumine, ce n'est pas le mot albumine d'avant. Et en cuisine, par exemple, j'entends parler par exemple de la chlorophylle. La chlorophylle n'existe pas. Je vais le prendre derrière. Il est derrière. Non, je ne peux pas faire marche arrière. Je reviendrai sur la chlorophylle tout à l'heure. Pour vous dire simplement que, oui, après Quesnay, il y a eu Lavoisier, donc ce merveilleux Lavoisier, d'une intelligence inouïe. N'hésitez pas à aller sur Gallica, apprendre les œuvres de Lavoisier, lisez-les, vous allez voir, c'est d'une intelligence inouïe. C'est-à-dire, chaque phrase est intelligente, c'est vraiment merveilleux. Et alors, il a étudié le bouillon, parce qu'à l'époque, on donnait du bouillon aux convalescents, donc il fallait savoir combien on donne de viande pour faire les bouillons pour les hôpitaux de Paris, notamment aux invalides qui ne sont pas loin. Et Lavoisier écrit bien dans son texte sur le bouillon, dans ce travail, je ne fais pas de la science, de la chimie, mais je fais de la technologie, c'est-à-dire de l'application. Et il dit que c'est Cadet qui avait fait la chose. Alors, il dit des tas de trucs extraordinaires. Il dit on ne se préoccupe pas souvent des choses élémentaires de notre entourage. Il dit on veut connaître la matière. Et il avait bien compris que dans un bouillon, c'est la partie sèche qui compte, c'est pas la partie eau qui nourrit. La partie eau, elle ne nourrit pas, elle fait de la flotte qui fait que... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire que notre président, par exemple, est un gel, parce qu'il est fait de 70% d'eau, 20% de protéines et 10% de gras. Et par conséquent, la définition d'un gel, c'est de l'eau dans un solide, et il ne coule pas, donc voilà. Mais nous sommes tous des gels, hein, voilà. Alors ici, dans l'histoire de l'alimentation, il y a eu la question des climats, hein. Alors, Parmentier avait trouvé en Allemagne qu'on pouvait manger des pommes de terre, donc il a proposé des pommes de terre. Bon, très bien. C'était un bonhomme super. Il travaillait aux Invalides, pas loin, et il a fait un examen chimique des pommes de terre. Un texte très malin, où il dit des choses parfois quand même bizarres. Serait-il probable que cette multitude d'hommes qui se nourrit continuellement de ce végétal s'accorde à penser qu'il n'y a pas d'aliment plus sain et plus agréable que les pommes de terre? Très bien, sauf que j'ai un article dont je donne le début ici, un article scientifique, qui montre que dans les 3 premiers millimètres sous la surface de la pomme de terre, il y a des alcaloïdes toxiques qui ont pour nom solanine, solanidine et chaconine, qui résistent à 285 degrés. Et au Pakistan, où on mange des frites dans la rue, eh ben, on dépasse la dose journalière admissible. Faut-il peler les pommes de terre? Pardon, première question. Est-ce que la pomme de terre est un aliment si sain que ça? Ben non, puisqu'il y a des composés toxiques. Deuxième point, personnellement, moi, je pèle toujours mes pommes de terre, parce que je tiens à la santé de ma famille. Alors, j'interrogeais Georges Casse, qui est ici, qui est un grand toxicologue internationalement connu, en lui disant, Georges, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Qu'est-ce que tu en penses? Et apparemment, c'est plus compliqué que ça. Donc, j'attends de voir. Hein. Mais j'attends une réponse de l'EFSA. Moi, je ne veux pas n'importe qui va raconter n'importe quoi. Hein. Voilà. Alors, Parmentier a réussi à faire manger des pommes de terre en les faisant manger au roi. Le roi en mange, le peuple en veut, tout va bien. Alors ensuite, Caventou et Pelletier, donc c'est eux qui ont introduit le mot chlorophylle. Alors, il y a une image qui a sauté à droite. C'était une couche mince, enfin, une séparation par couche mince des pigments chlorophylliens. Elle n'y est pas là. Mais enfin, pour vous dire que il n'y a pas la chlorophylle, ça c'était les mots qu'ils ont introduits pour désigner ce qu'on appelle à peu près le verre d'épinard. C'est-à-dire vous broyez des épinards, vous le mettez dans un linge, vous récupérez une sorte de jus, vous le chauffez, ça fait une mousse verte avec laquelle les cuisiniers colorent les mets et vous jetez l'eau. Mais cette chlorophylle au singulier qui était introduite comme ça, en réalité on a découvert que le verre d'épinard, il est fait de plusieurs chlorophylles, A, A', B, B', etc., mais aussi de caroténoïdes qui ont des couleurs. Donc les peintres, ils ont très bien compris que si vous voulez peindre des feuillages, il faut mettre du rouge, du jaune et de l'orange dans le vert. Sinon, ça ne fera pas un feuillage normal, parce que les feuillages contiennent ces caroténoïdes. Et en tout cas, le mot chlorophylle au singulier, vous le mettez à la poubelle, vous mettez toujours un S, parce qu'il y a des chlorophylles et pas la chlorophylle. Pareil pour la lécithine. Donc, Goblet a introduit ce mot.
pour désigner une certaine matière, mais on a beaucoup progressé. Je suis désolé de vous dire que dans l'industrie alimentaire, le mot lécithine est utilisé à tort et à travers. Hein. Et je ne sais pas ce qu'on peut réglementer si on utilise des mauvais mots. Mais enfin bon, alors oui, là, donc c'est fait de 2 morceaux, mais je n'ai pas le temps. Les acides gras, mais je n'ai pas le temps non plus. Braconnot. Alors Braconnot, c'était un gars à Nancy, il était extra. Alors lui, il a découvert les pectines. Alors les pectines... Est-ce que j'ai une image après? Non, je n'ai pas une image après. Alors, en gros, vous avez une feuille... tiens, vous avez votre feuille de laitue, là, voilà. Je vous ai dit que l'eau, elle est dans des petits sacs. Les petits sacs, ils ont une membrane cellulaire, mais derrière, il y a la paroi cellulaire. Donc, c'est de la cellulose. La cellulose, c'est du coton. C'est indestructible, même à 100 degrés dans la machine à laver. Hein. Et cette cellulose, il y a des espèces de fils qui l'entoure, c'est un polymère qui s'appelle la pectine. Alors, la pectine est faite de monomères qui sont des sucres, essentiellement de l'acide galacturonique. C'est pas très difficile, il suffit, mais on n'a pas le temps. Et ça, quand vous cuisez n'importe quoi, une carotte, machin, la cellulose, elle ne se défait pas, mais la pectine, elle se coupe. Et donc, à ce moment-là, vous vous séparez. Et donc, une purée de pommes de terre, une purée de carottes, en fait, les cellules, elles sont encore entières. Simplement, comme le ciment entre les cellules a été dégradé parce que la pectine s'est défaite, à ce moment-là, ça se sépare. Alors, surtout pas un coup de mixeur dans la purée de pommes de terre. Parce que si vous donnez un coup de mixeur, vous allez couper les cellules, vous allez libérer les grains d'amidon qui sont au milieu, et crac, ça va devenir collant. Alors, il ne faut pas. On dit que la purée est cordée. Ça, c'est très mauvais. Hein. Bon. Alors, tout ça, c'est grâce à Braconnot. Il était correspondant de l'Académie des sciences. Correspondant, ça veut dire qu'il n'était pas à Paris, mais qu'il était à Nancy. Et il a fait des travaux extraordinaires. C'est un parmi 1000. J'en ai pris un, mais il a fait des tas de choses formidables. Alors, aujourd'hui, maintenant. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on a plein à manger. Donc, la question, c'est de s'empêcher de le faire. Les insectes commencent à apparaître. On nous parle de tas de machins, est-ce qu'on est trop gros, pas assez gros, bon, c'est pas mon métier, donc je passe. Il est clair qu'on ne travaille plus à la même échelle, l'industrie alimentaire est apparue, et c'est ce qui fait qu'on peut descendre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et acheter quelque chose dans un magasin. C'est quand même incroyable quand on pense aux famines d'antan. Alors ici, moi je reprends mon idée, il y a la science à droite, c'est la chimie. La technique à gauche, c'est la cuisine. Et au milieu, il y a la technologie. Technologie, ça veut dire techné et logos, c'est-à-dire j'améliore ce que je fais. Donc la technologie, elle améliore la cuisine. Mais elle l'améliore de deux façons, soit en regardant ce qu'elle fait, soit en utilisant des résultats de la chimie. Je n'ai pas dit qu'on allait mettre des produits chimiques dans l'aliment. J'ai dit qu'on allait être suffisamment intelligent pour utiliser les connaissances que les chimistes produisent pour ensuite en faire des applications. Et ça me paraît essentiel. Alors, voilà quand j'avais un certain nombre d'années en moins, moi je suis à gauche, à droite c'était Nicolas Curti, on a créé la gastronomie moléculaire et physique. C'est une discipline qui s'intéresse à la cuisine. Alors, au début, on m'a dit, ton truc, c'est pas de la science, enfin, sauf des gens un peu comme Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie, qui m'a dit, tiens, est-ce que tu veux pas venir faire ça au Collège de France? Donc, j'étais dans le bâtiment de chimie à l'époque, tout seul, puis le groupe a grossi, puis aujourd'hui, on a 34 laboratoires dans le monde qui font de la gastronomie moléculaire et qui donc travaillent pour essayer de comprendre des choses. Je suis désolé de vous dire qu'il y a 5160 articles scientifiques sur le thé. Il n'y en a pas un seul qui dit comment les composés des feuilles de thé vont sortir pour aller faire le breuvage. Voilà où nous en sommes. Alors je dis ça parce qu'il y a des lycéens aujourd'hui, et moi je me souviens quand je suis sorti de l'école de physique et de chimie, en 4e année, je me disais « mais les vieux, ils ont déjà tout découvert. Ils ont découvert la mécanique quantique, la relativité. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ?» Eh bien, soyez rassurés, il reste tout à faire. Il reste à savoir comment les composés du thé vont sortir pour faire du thé. Comment ça se fait qu'on est au XXIe siècle, on envoie des sondes sur Mars et on ne sait pas ça? C'est atterrant. Hein. Donc il y a quelque chose à faire. Alors, une de mes premières découvertes, c'était le soufflé, mais je vois que le président me dit que je vais être trop long, donc j'abrège sur le soufflé. Je n'ai pas le temps de vous dire comment étudier ça. Je n'ai pas le temps de vous parler d'émulsions. Alors les émulsions, ce n'est pas des mousses, ce n'est pas des suspensions, c'est des émulsions. Je n'ai pas le temps de vous expliquer qu'il y a eu beaucoup de changements dans les idées théoriques, donc je passe là-dessus, voilà. Qu'est-ce qu'un aliment? Voilà une question à laquelle on pourrait s'arrêter, sauf que
il me manque le demain. Donc je vais passer plein de labos passionnants. Regardez des framboises, regardez, oh là là, ça c'est merveilleux. Ça c'est des gels de gélatine, avec des petits programmes pour aller calculer des possibilités. Non, ça c'est un aliment où il y a un goût qui apparaît, qui disparaît, un autre goût qui apparaît, qui disparaît, un troisième qu'on a réalisé au Danemark près d'Aarhus. La cuisine moléculaire, c'est pour les vieux, c'est fini. J'ai introduit ça en 1980, c'était utiliser des matériels modernes, donc des micro-réacteurs, des siphons, de l'azote liquide. Donc ça, c'est fini, on n'en parle plus. La seule chose dont ils font parler, alors tout ça c'est merveilleux bien sûr, hein, mais on n'en parle pas, on n'a pas le temps parce que le président me fait les gros yeux en ce moment, je le vois, il fronce les sourcils. Hein. Et demain, qu'est-ce qu'on mangera? Je n'en sais rien. Il y a une crise de l'énergie, donc il faudra être économe. Il y a 10 milliards de personnes à nourrir, et ça, va falloir trouver les moyens, parce qu'aujourd'hui, on sait en nourrir 6 milliards seulement. Il y a un tiers de gaspillage. Alors, il y a des gens qui discutent les chiffres, mais en tout cas, il y a beaucoup de gaspillage et il y a une possibilité d'amélioration. Pourquoi est-ce qu'on gaspille? On gaspille parce qu'on a des produits frais, c'est-à-dire de l'eau, et cette eau s'abîme, parce qu'il y a des sucres et que les micro-organismes, ils viennent abîmer ça. Alors, on transporte de l'eau. Les camions qui amènent des aliments à Paris transportent de l'eau. C'est ahurissant. Et de l'eau qui s'abîme. Donc il y a quelque chose à faire. On peut fractionner à la ferme avec des techniques qui existent. C'est passionnant, ça marche très bien. Et puis on peut faire une cuisine de synthèse, c'est-à-dire on va prendre des composés qui sont de l'eau, de la cellulose, des pectines, des acides aminés, des sucres, et on va composer des plats. Alors les plats, je vous en montre parce que le mouvement est déjà en marche. Ça s'appelle la cuisine de synthèse. Et le versant artistique s'appelle la cuisine note à note. Vous voyez, des plats, alors ça c'était Paul et Chabot, pour l'analyse de chimie. Ça c'est une viande artificielle, le cylindre orange n'est pas une carotte. Ça c'était un dessert, oh il était bon. Ça c'est au Canada, c'était très bien aussi. Le Danemark, voilà un sushi qui a été servi à Kyoto. Le poisson, c'est pas du poisson et le riz, c'est pas du riz, c'est entièrement synthétique. Ça c'est en Pologne, ça c'est en Alsace, le plus beau pays du monde. Ça c'est à Athènes, qui est pas mal non plus, c'était très très bon. Ça, c'est de nouveau en Pologne. Voilà de nouveau Athènes. L'imprimante 3D va nous aider. Ça devient de plus en plus à la mode. Il y a un bouquin énorme, je termine là-dessus, qui fait 1000 pages. Il y a tout dedans. Et puis, des mystères. Donc, pourquoi est-ce que le thé se charge de composer? Comment est-ce que ça sort? Et puis, il y a un concours de cuisine note à note. Alors, j'invite tout le monde à participer. Le prochain thème, c'est la cuisine de demain. Voilà. Et puis, je termine en disant, sans me forcer, parce que vraiment... Si vous êtes chimiste, tant mieux. Si vous n'êtes pas encore chimiste, devenez-le très vite. Vous allez voir, c'est merveilleux. Voilà, pas très vite.